Bonjour. Bonjour Garo et bonjour aux auditeurs de Métropole. Content d'être avec vous ce matin. Merci d'être là avec nous. Vous êtes un observateur avisé de la politique ici en Haïti. Pourquoi est-ce que le remède est si difficile à avaler s'il est aussi efficace? C'est la question qui se pose aujourd'hui par rapport à ces efforts du président de la République pour essayer de convaincre sur ces réformes et jusque-là, ça ne passe pas vraiment. Et le système qui est en place depuis 25 ans est très résistant et bien connecté. Et le système a les moyens de sa politique. Et dans le reportage que ton collègue vient de réaliser, on peut prendre trois exemples économiques. Lorsqu'on prend les intérêts du système dans l'électricité, ils ont pillé 300 millions de dollars américains par année pendant 13 ans dans l'électricité. Ils nous ont vendu du blackout. En 13 ans, ils ont pillé 3 milliards 900 millions de dollars américains. Quand on prend les produits pétroliers, ils ont pillé l'État et le peuple à trois niveaux. D'abord, au niveau de l'achat des produits pétroliers, ils achetaient à bon marché au niveau international avec ce qu'on appelle le prix Platts. Ils revendaient l'État avec le Caribbean Posting 40 centimes plus cher. Ils réalisaient 20 millions de dollars américains par mois, 240 millions de dollars américains par année, 2 milliards 400 millions en 10 ans, seulement à l'achat. À la vente, ils auraient dû faire 11 centimes de bénéfices par gallon vendu. Pendant les 10 ans qui viennent de passer, ils réalisaient 64 gouttes de bénéfices par gallon. Et en matière de subventions, ils ont fait à peu près 128 milliards de gouttes en 10 ans. Ça représente à peu près 4 milliards de dollars américains dans les produits pétroliers. Au niveau du dollar, dans ce qu'on appelle le currency manipulation, la manipulation de la monnaie, chaque fois qu'ils changeaient les dollars de la diaspora, au lieu de faire 3 centimes sur chaque dollar changé en gouttes, ils faisaient entre 4 et 6 gouttes. Ils ont volé en 10 ans 200 milliards de gouttes de la diaspora, 20 milliards de gouttes par année. Donc ce système-là qui est en place, que Jovenel Moïse est en train d'affronter à travers les réformes pour donner une chance à la population, créer une classe moyenne, rendre possible la compétition économique, et les réformes sont très difficiles parce que Jovenel Moïse a hérité d'un État faible et ce système qu'il est en train d'affronter est un système fort qui connaît les maillons de la politique parce qu'ils sont arrivés en 25 ans à assujettir 85% de la classe politique. Ils ont des connexions internationales bien huilées et ce sont des gens qui ont un contrôle absolu des médias à travers la publicité, à 90-94% des médias, un contrôle absolu. Donc, affronter un système pareil, c'est pas une blague. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu trop de balbutiements, un mauvais départ et certains pourraient dire que c'est pas le système qui empêche au petit peuple de croire dans les promesses du président Jovenel Moïse. Est-ce que le président, lui, n'est pas un peu responsable de cette difficulté qu'il a aujourd'hui d'imposer ces réformes? Oui, oui et non. Et oui, lorsqu'on prend le fait que l'État haïtien a été affaibli, ce que représentait l'État en 87, aujourd'hui en 2020, l'État que nous avons ne représente pas 15% de l'État de 87. C'est pour vous montrer un peu l'affaiblissement de l'État. Il faut regarder aussi pardon, la dynamique interne de la gestion de l'État où on a ce cercle contournant rond. Dès qu'un président est élu, le système qui se cache avec des mains invisibles manipule les acteurs politiques pour affaiblir les élus sortis des élections. Et le phénomène qui est appelé phénomène argentin, lorsqu'on compose ou on met en place des gouvernements de consensus, des gens qui viennent avec des agendas du système pour empêcher que les réformes soient faites, et la faiblesse de la communication politique pour faire comprendre au peuple l'importance de ces réformes, mais il faut avouer que au cours des 4-5 derniers mois, le président a repris du poil de la bête
malgré les difficultés et les barrages politiques et de communication érigés en face de lui, au sein de la population, il y a une perception très claire qu'il y a des progrès en matière de réforme dans la question de l'électricité. Et la population a un avis assez positif sur les réformes en cours et les résistances au niveau des produits pétroliers, mais le dossier qui a des problèmes sérieux qu'il faut résoudre, c'est le dossier de l'insécurité. Comment éviter que le président ne commette des gaffes, comme par exemple, pour être bousculé par le temps, le président, comme il vient de publier un décret le 6 novembre dernier, peut commettre des erreurs comme celle de réduire les pouvoirs de la Cour des comptes, par exemple à travers le décret du 6 novembre, juste pour pouvoir aller plus vite. Comment éviter des erreurs de ce genre, Stanley Lucas? Bon, et quand on prend les 3 décrets et 2 arrêtés sur la Cour supérieure des comptes conformément à l'article 200.4 de la Constitution, il y a eu une erreur qui a été commise en 2009 dans l'arrêté du gouvernement Préval essayant d'interpréter la loi du 10 juin. Et cette confusion qui se trouvait dans l'arrêté faisait que des attributions du CNMP avaient été transférées à la Cour supérieure des comptes. Je crois que le décret du 6 novembre 2020 est venu clarifier cette confusion et renforcer, comme l'a dit Maître Marsan sur Radio Métropole, renforcer la capacité de contrôle et d'audit de la Cour supérieure des comptes a posteriori. Bien entendu, s'il n'est pas illégal, il est quand même mal perçu, Stanley Lucas. Oui, c'est vrai, vous avez raison. L'article 200.4 de la Constitution dit clairement, c'est une consultation que donne la Cour des comptes a priori. Mais maintenant, il est mal perçu quand même, ce décret, parce qu'on est dans un contexte où on lutte contre la corruption. Il fallait renforcer de préférence le pouvoir a priori de la Cour des comptes, selon certains observateurs. Bon, l'expert que vous avez consulté en matière de passation de marché et Maître Marsan, qui est un spécialiste dans le domaine, est clair. Et lorsqu'on prend on prend le décret du 23 novembre 2005 établissement, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, lorsqu'on prend la loi du 10 juin 2009 et relative aux règles générales pour la passation des marchés, et lorsqu'on prend l'arrêté du 26 octobre 2009 qui précise les modalités de la loi du 10 juin, le décret du 6 novembre 2020 ne fait qu'une chose. Ce décret renforce le pouvoir de contrôle et d'audit de la Cour supérieure des comptes en ce qui a trait à l'avis sur les contrats, et c'est le rôle de la Commission nationale de passation de marché. Et je crois que la précision de Maître Marsan sur cette question était très claire. Bien entendu, comme on est dans le domaine politique, il y a des gens qui recherchent l'instabilité politique qui pourrait faciliter un coup d'État de transition. C'est sûr, en matière de communication politique, ils ont essayé de vendre le produit et comme quoi il y avait une tentative de retirer les pouvoirs de la Cour supérieure des comptes, ce qui n'est pas le cas. Mais dans le cadre de ces réformes qu'on parle là, si ces réformes ne sont pas opérées, le 59e président d'Haïti qui prêtera serment le 7 février 2022 ne pourra pas diriger. Le 60e président qui prêtera serment en 2027 ne pourra pas diriger. Il faut ces réformes économiques. Et cette culture de monopole, le système pesé sous ce qui est en place, et aucun président ne pourra diriger le pays sans ces réformes. Et même la réforme constitutionnelle prônée par M. Montferrier Dorval qui avait dit clairement que la solution pour la réforme constitutionnelle, c'est une solution extra-constitutionnelle, qu'il s'agisse d'une transition ou du président Jovenel Moïse. Et pour terminer, Stanley Lucas, qu'est-ce que l'exécutif ou encore le président doit faire mieux aujourd'hui pour pouvoir imposer, pour vendre ces réformes et trouver le soutien populaire nécessaire? Bon, et le gouvernement doit mieux communiquer. Et je crois que au niveau du gouvernement, il y a une fatigue au niveau du cabinet ministériel. Ils ne répondent pas vraiment. Il y a certains ministres qui ne répondent pas aux objectifs fixés par le président de la République et par rapport à la conjoncture, tant en matière de sécurité que de réformes constitutionnelles ou des réformes économiques. Donc pour moi, il faut une réforme gouvernementale, même si
il faut adresser les questions de sécurité. Et contrairement à ce qui se dit, et le directeur de la police nationale ne peut pas à lui seul, avec l'institution qui a 15 000 policiers pour 14 millions d'habitants, et le commandement de la police et l'institution seule ne peut pas assurer la sécurité. Quand on parle de sécurité nationale et rétablir la sécurité en Haïti, il faut une stratégie intégrée. Et à la primature, cette stratégie doit être définie, définir le rôle du ministère de l'Intérieur et le rôle que doit jouer le ministère de l'Intérieur dans la collecte de l'intelligence en utilisant les collectivités territoriales, vice-délégués, délégués, CASEC, ASEC, les maires, pour faire partie du réseau national de sécurité et définir le rôle du ministère de la Justice avec les commissaires des commissaires du gouvernement, les substituts et la police nationale, définir le rôle du ministère de la Défense et dans le rôle de rétablissement de la sécurité. Il faut dire que cette stratégie de sécurité nationale n'a pas été élaborée, n'a pas été présentée malgré les instructions et les discours du président de la République. Je crois que pour avancer avec les réformes économiques, organiser les élections et rétablir la sécurité, il faut une stratégie intégrée de sécurité. Il faut des ministres, à part 2 ou 3 ministres, comme le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, qui carrément sont à 100 000 à l'heure, qui font partie de ces réformes. Les autres ministres sont absents. Donc, il faut une dynamisation du gouvernement, sinon ça va être difficile. Stanley Lucas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci et j'espère que les gens qui écoutaient ont appris quelque chose. Et puis, j'invite ceux qui sont en train d'écouter. Je suis en train de faire un sondage ce matin. J'aimerais avoir leur opinion sur les divisions qui existent dans l'opposition. Donc, ceux qui veulent voter peuvent aller sur mon compte Twitter, @StanleyLucas01, et peut-être une prochaine fois, je partagerai les résultats avec tout le monde. Bonne journée. Merci Stanley, bonne journée. Bon week-end, il est 7h22, la deuxième pause. Oui, t'es chargé. Et si mal est arrivé?